Mesdames, Messieurs, bienvenue à Laval et compagnie. Mon nom est Éric Rémy. Et moi, Amélie Paul. Cette semaine, nous parlerons d'un regroupement qui fait la promotion de saines habitudes de vie chez les jeunes de Vimont et d'Auteuil. Êtes-vous diabétique? Si oui, l'expo Diabète, qui va être bientôt présentée au Centre des congrès du Sheraton Laval, va vous intéresser. Elle se manifeste des centaines de fois par jour durant toute notre vie. Nous parlerons des émotions, comment les reconnaître et surtout comment les gérer. Tout ce qui monte doit redescendre. On vous fera connaissance avec une compagnie de Laval qui offre des produits révolutionnaires et sécuritaires à ceux qui travaillent en hauteur. On vous fera saliver avec notre visite d'une mignonne et savoureuse chocolaterie de Sainte-Rose. On aura la visite en studio d'un conseiller municipal qui est en période de recrutement. Il y a aussi notre chroniqueur cinéma qui va nous parler du film Pan. Et notre chroniqueur techno va nous dire quelles fausses inventions que l'on voyait dans le film Retour vers le futur qui pourrait voir le jour 30 ans plus tard. L'édition de la semaine du 18 octobre 2015 de Laval et compagnie débute à l'instant. Aujourd'hui, on s'entretient avec Marilyn et Catherine de Visaction. Bonjour les filles, ça va bien? Bonjour, ça va bien. Bon, moi j'aimerais savoir, premièrement, c'est quoi ce Visaction pour ceux qui ne savent pas c'est quoi? Visaction, en fait, c'est un regroupement local de partenaires. Donc, on travaille avec les écoles, les milieux de garde, la Ville de Laval, les services de santé, les organismes communautaires. Donc, tout le monde? Oui, tout le monde. Vraiment tout le monde. Plus de gens possible, finalement. Donc, on travaille les saines habitudes de vie chez les jeunes de 0 à 17 ans et leurs familles et le développement global pour les tout-petits, donc 0-5 ans. Puis, et leurs familles, évidemment aussi. Puis vous, votre rôle dans ce regroupement-là, c'est quoi? Bien, moi, je suis chargée de projet, dans le fond, pour le regroupement Visaction. Donc, j'épaule Marilyn dans le développement de nos actions, qu'on va peut-être élaborer tantôt, là, plus, mais c'est ce que je fais. Voilà. Parfait. Et toi, Marilyn? Moi, je suis coordonnatrice, donc je chapeaute l'ensemble du plan. Donc, si on peut y aller un petit peu de nos actions. Oui, mais moi, j'aimerais ça savoir, qu'est-ce que... parce que, bon, là, vous me dites aider les jeunes dans leurs saines habitudes de vie, dans leur, pour les habituer, en fait, à avoir des saines habitudes de vie. Comment on s'y prend? Parce qu'on s'entend des jeunes 0 à 17 ans, c'est difficile aussi, hein, quand même, de les forcer à... C'est pas tout le temps évident, on s'entend travailler avec les jeunes. Moi, je veux savoir comment vous faites ça. Bien, justement, on a une action, c'est vraiment la base, là, c'est d'élaborer les plans de déplacement de toutes les écoles primaires du secteur de Vimont-Auteuil. Donc, pour améliorer la sécurité des enfants qui se rendent à l'école à pied et à vélo. Donc, juste ça, c'est la base, parce qu'actuellement, les enfants ne marchent plus pour aller à l'école. Donc, là, on part à la base. Là, on part d'un petit 15 minutes de marche de plus par jour pour se rendre à l'école. Donc, on améliore, c'est ça, avec à pied à vélo, Vilactive, on fait vraiment les plans de déplacement de toutes les écoles primaires du secteur. OK. Ça, c'est une action vraiment assez concrète là, pour faire bouger. Bon, là, c'est sûr que vous voulez aider les jeunes de 0 à 17 ans, mais est-ce que vous aidez aussi les familles? Parce qu'on s'entend, c'est pas évident non plus de juste pousser les jeunes à avoir une saine habitude de vie si les parents n'embarquent pas là-dedans, tu sais. Tout à fait, mais comme Catherine disait, les plans de déplacement, dans le fond, l'objectif un peu, c'est de rendre le milieu sécuritaire. Donc, on travaille avec la Ville pour rendre les déplacements sécuritaires en apposant des arrêt-stops, donc divers éléments qui vont faire en sorte que les jeunes vont pouvoir marcher de façon sécuritaire. Donc, il faut aussi travailler avec les parents pour changer leur culture, vu que les jeunes ne marchent plus pour aller à l'école parce que les parents ont peur. C'est sûr. C'est sûr donc, il y a une certaine sensibilisation auprès des parents à faire. Puis, moi, j'ai lu un peu, vous avez des parcours? Animés, oui. Parcours animés, c'est ça. Ça consiste en quoi, ces genres de parcours animés, là? Qui ont été inaugurés, en fait, le 1er octobre dernier. Good! En fait, c'est le projet pilote. Donc, le premier parcours qui est au Parc Odyssée des Jeunes, donc dans le secteur de Vimont. C'est une grande affiche apposée dans le parc. C'est la thématique, en fait, cette fois-ci, c'est les pirates. Donc, c'est pour les tout-petits, donc 0-8 ans environ. C'est un parcours, c'est vraiment une histoire sur l'affiche avec différentes épreuves que les jeunes peuvent faire en collaboration avec les parents. On parlait des parents tantôt. Donc, pour que les parents puissent lire l'affiche, embarquer dans le jeu des enfants. Le côté créatif est là aussi parce que les jeunes peuvent faire ce qui est écrit sur l'affiche, mais aussi entrer dans leur propre histoire, puis élaborer autre chose. Donc, c'est vraiment d'utiliser les infrastructures du parc, mais différemment. Oui, puis ça les fait participer, puis oui, ça. Puis parfois, les parents n'ont pas d'imagination, donc là, c'est vraiment
un clé en main. Puis, C'est vrai, oui, c'est vrai. voilà. Puis est-ce que vous avez, parce que moi j'ai lu là, sur votre site Internet, mais le site Internet, c'est quoi si on veut aller lire ou se renseigner sur Visaction? Le nom du site web, Ouais. c'est visaction.wix.com/Vimont-Auteuil. Parfait, ça va être écrit en bas de l'écran pour ceux Excellent. qui n'ont pas eu le temps de le noter. Puis est-ce que vous avez une page Facebook aussi, ou qui se prénomme, j'imagine? Visaction. Visaction, tout simplement. Tout simplement. Bon, ben Effectivement. génial. Puis justement, si vous voulez d'autres informations, vous pouvez aller sur leur site Internet ou liker leur page Facebook. Merci beaucoup, les filles, d'être venues dans nos studios pour nous parler de ce super regroupement. Puis on espère que ça va avoir influencé plusieurs jeunes. Merci beaucoup. Saviez-vous qu'au Québec, au moins 10 de la population est atteinte d'une forme ou d'une autre de diabète et qu'un quart de million de personnes l'ignorent? Justement, le 1er novembre prochain aura lieu au Centre des congrès du Sheraton-Laval la 17e édition de Expo Diabète. Pour nous en parler, la coordonnatrice de l'Association Diabète Laurentide ou Laval-Laurentide, Mme Jocelyne Saint-Amour. Merci d'être à Laval et compagnie. On dit que 10 des diabétiques le sont du type 1 et que 90 des autres du type 2. C'est quoi la différence entre le diabète de type 1 et de type 2? Bien, le type 1, c'est des personnes qui sont à l'insuline dès le début. C'est des personnes que donc le pancréas ne fonctionne pas du tout. Habituellement, c'est dès le jeune âge, en enfance. Type 2, c'est plutôt plus tard que ça se développe. Un peu par les mauvaises habitudes de vie, l'hérédité. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte, mais disons que c'est la majorité des gens, puis les habitudes de vie ont une grande importance. Donc, ça va aller en augmentant. On le sait qu'on a un problème d'obésité de plus en plus grandissant à travers l'Amérique. Ici, à Laval, ou dans la région Laval-Laurentide, on estime qu'il y a combien de diabétiques et qu'est-ce que vous offrez à ces gens-là? Mais comme vous le disiez, c'est 7 à 10 de la population qui est diabétique. Donc, on peut estimer qu'à Laval, il y a un bon 30 000 personnes qui sont diabétiques. Je ne peux pas vous dire les statistiques pour toutes les Laurentides, là, mais si on fait le calcul 7 à 10 ça serait réaliste. OK. Si je suis diabétique et que je fais appel à vos services, qu'est-ce que vous allez faire pour moi? Mais l'association, on offre beaucoup de services. Ça fait 30 ans qu'on existe. On offre de l'information sous toute forme. On a des conférences mensuelles. On a des rencontres avec diététistes, on a des cours de prévention en soins de pieds, parce qu'on sait que ça peut affecter les pieds, avec des podiatres. On a des cours de cuisine, c'est nouveau, un cours de cuisine, on appelle ça cuisiner santé, avec notre chef Sonia. Donc, les gens apprennent à cuisiner, puis elle leur donne des petits trucs pour bien manger d'une façon équilibrée. Moins de sucre, moins de gras, moins de sel, parce qu'on sait que les personnes diabétiques, souvent, ont aussi un problème de cholestérol et d'obésité. Donc, tout ça entre en ligne de compte. La 17e édition de l'Expo Diabète aura lieu bientôt. Qu'est-ce qu'il y aura sur place? C'est le plus bel événement parce que c'est une fois par année qu'on offre aux gens de venir rencontrer tous les professionnels de la santé, les compagnies pharmaceutiques, les représentants. Ils peuvent venir poser leurs questions. S'informer sur les nouveautés. Il y a des associations aussi qui sont là. Il y a des entreprises privées, comme je disais, qui ont des services. Donc, il y a plein d'activités. Il y a du dépistage. On peut faire prendre notre glycémie. Ça s'adresse à tout le monde parce que tous ceux qui veulent en apprendre sur le diabète, c'est sûr que les personnes diabétiques sont encore plus touchées par l'événement, mais quelqu'un qui veut en savoir, bien justement, il peut faire prendre leur glycémie, pression artérielle. Il y a des petites dégustations. Il y a des entreprises qui offrent de goûter des mets santé. Ensuite, il y a des activités, même pour l'activité physique. Dans le fond, tous les aspects du diabète sont traités. Les professionnels, ça peut être... Les nutritionnistes sont là, pharmaciens, infirmières, podiatres, rétinologues. Il y a le centre de recherche. Et ça couvre pas mal tout. Puis on l'a dit, il y a 250 000 personnes qui l'ignorent. Exactement. Un quart de million de personnes qui ignorent qu'elles ont le diabète. Il faut donner quelques chiffres comme ça en passant. Je vous ai dit, entre autres, qu'il y a 830 000 Québécois, je l'ai étudié, 830 000 Québécois qui ont le diabète. Le diabète est la première cause de cécité chez les adultes de moins de 65 ans.
le diabète est responsable de 40 des insuffisances rénales et 50 des amputations d'origine non traumatique. C'est une maladie qui a des impacts graves si on ne s'en occupe pas. Ah oui, c'est ça. C'est de prévenir le plus important parce qu'on peut très bien vivre avec le diabète, mais dans le fond, c'est de manger D'être proactif oui, de par rapport manger à et de faire de l'exercice. Et c'est un fardeau économique de 3 milliards de dollars par année, imaginez, en coûts directs et indirects. Et si toutes les personnes diabétiques du monde formaient un pays, ce serait le 3e plus grand pays au monde. C'est donc vous dire à quelque part à quel point c'est important. Alors, je dois vous dire que le salon, donc la 17e édition du Salon Expo Diabète, aura lieu le dimanche 1er novembre de 9h30 à 16h. C'est à l'hôtel Sheraton de Laval, c'est le centre des congrès, là, au 2440 autoroute des Laurentides. Ça coûte 5 $. Oui, Hein? et puis les gens ont un sac en entrant avec des échantillons. OK. Ils vont avoir un pain gratuit de Saint-Méthode. Puis on a notre présidente d'honneur, Oui, Isabelle Huot. Isabelle Huot, absolument. Elle va faire une conférence à 10h30. Et puis on a un endocrinologue aussi, Dr Jean-Marie Écoé, à 13h30. Et si jamais vous ne pouvez pas être sur place, les conférences vont être diffusées en direct à vpsolutions.tv Diabète Laval. Vous allez avoir là tous les détails. Et si jamais vous voulez faire un peu plus de recherche pour les services de diabète, diabètelaval.qc.ca, justement, le site Internet. Merci, Jocelyne. Ça m'a fait plaisir. Merci Bon de salon. m'avoir reçu. Ça fait plaisir. Lynn Dufresne continue notre psychothérapie aujourd'hui en nous aidant à gérer nos émotions. Bonjour, Lynn. Bonjour Amélie, ça va bien? Ben oui, toi-même. Oui, très bien, merci. On va commencer par une question de base. Qu'est-ce que l'émotion? L'émotion, il y a plusieurs approches, il y a plusieurs définitions. Celle que je retiens, c'est l'émotion est une expérience psychophysiologique complexe de l'état d'esprit d'un individu lorsqu'il réagit aux influences biochimiques et environnementales. Ce qui veut dire qu'une émotion, ça se voit au niveau du corps. C'est comme là, j'ai vu un peu d'anxiété, je peux avoir des rougeurs, fait que je vais avoir des symptômes corporels. Ça peut être léger jusqu'à beaucoup plus grave aussi. Tout à fait. Habituellement, quand c'est léger, on les vit, puis c'est correct. Quand c'est plus grave, là, peut-être qu'on pourrait aller consulter. Parce qu'on a du mal À les gérer. justement. Bon, bien, ça m'amène l'autre question. Comment fait-on pour gérer ces fameuses émotions? Bien, les émotions, premièrement, on doit comprendre qu'on doit les identifier avant toute chose. Beaucoup de gens ont une multitude d'émotions, je dirais même des cocktails d'émotions, et ils ne sont pas conscients. Donc, on va apprendre à les identifier. Aujourd'hui, je vais regarder les 6 racines d'émotions, et ça, c'est une approche qui est plus cognitive de l'émotivo-rationnel. Il y a plusieurs autres approches qui pourraient définir les émotions, mais je vais vous présenter celle-ci aujourd'hui. Parfait. Donc, on y va avec la colère. Tout le monde a peur de la colère. C'est une émotion qu'on pourrait en parler pendant 1 heure, 2 heures. J'ai beaucoup de clients qui ont des problèmes de gestion de colère. La colère, c'est à chaque fois que quelqu'un pense que les autres n'ont pas le droit de faire ça, que c'est injuste, que les autres ne devraient pas agir ainsi, qu'ils devraient agir autrement. Genre, quand tu te promènes sur la route et que là, un autre te coupe, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, il n'y a pas le droit... Pas le dire à la télé. Non. Mais souvent, les gens vont vivre de la colère, puis c'est ça qu'on appelle un peu les agressifs au volant. Donc, ils ne gèrent pas leur colère. Fait qu'à chaque fois qu'on se dit qu'on a beau pleurer, on a beau se dire, de dire qu'on n'est pas fâché, si on se dit les autres n'ont pas le droit d'agir ainsi, ils ne devraient pas faire ça, on est en colère. Et c'est pas bien, mais au moins on C'est très bien. l'exprime. OK, c'est La colère, bien. en passant, il n'y a pas une seule émotion qui est bien ou mal. Une émotion, c'est une émotion. Tant qu'on l'exprime. Adéquatement. Oui, tout à OK. fait. Parce que la colère mal gérée ou inadéquatement gérée va amener à de la violence ou va amener à de la violence vers soi. Ça, on pourrait voir ça dans une autre chronique, ça serait aller intéressant. développer ça un petit peu plus loin. Il y a la tristesse qui est tout simplement une émotion qui ne fait pas très mal à la base. Je vous dirais que c'est la seule idée, parce que là, on identifie les pensées de l'émotion. La pensée de la tristesse, c'est vraiment, c'est plate, c'est triste, c'est désagréable. OK? Fait que dans ce temps-là, à chaque fois qu'on pense que c'est plate, c'est triste, on est triste. OK? Fait que c'est plate que quelqu'un soit décédé, on ne souffre pas tant que ça. C'est les autres émotions qui sont combinées avec la tristesse qui vont nous faire du mal. OK. Il y a la culpabilité, l'idée en arrière de la culpabilité. Qu'est-ce que c'est que ça? La fameuse culpabilité. Ah, mon Dieu, oui. J'aurais donc dû. Oui. Je devrais pas faire ça. J'aurais pas dû le faire. Il doit y avoir Fait que- beaucoup de tes patients qui Ah, souffrent de ça, justement. Énormément. Donc, il y a beaucoup de gens qui se disent tout le temps, j'aurais pas dû faire telle ou telle chose. Donc, ils vivent de la culpabilité.
Et la culpabilité se mélange beaucoup avec la déprime. Fait que si j'aurais pas dû faire ça, qui est la culpabilité, je ne suis pas correct. Fait qu'il y en a qui vont se dénigrer. Je suis conne, je suis stupide, ça n'a pas d'allure comment je suis. À chaque fois qu'on se dénigre comme ça en pensée, on vit de la déprime. Et ça nous mène directement vers la dépression. On se fait beaucoup de tort. On n'aime pas ça. Psychologiquement et physiquement, bien sûr. Exactement. Après ça, il y a l'anxiété. L'anxiété, c'est une émotion double pensée que j'appelle. Donc, la première pensée étant, il y a un danger et est-ce que je vais avoir la capacité de traverser l'épreuve ou l'événement? OK. Donc ça, c'est l'anxiété. On va en parler plus longuement dans une autre chronique. Oui, parce qu'il y en a long à dire là-dessus, je crois. Exactement. Et il y a la joie. La joie. Qui n'aime pas ça? Fait que ça, c'est la racine de la joie. Donc, la pensée, c'est agréable, c'est bénéfique. À chaque fois qu'on se dit que c'est agréable d'être ici aujourd'hui, on vit de la joie. Donc, quand on sent une émotion, il faut, si je comprends bien, il faut savoir l'identifier. C'est utile d'identifier Surtout les si elle est pensées. négative. Oui, parce qu'un événement peut me faire vivre à moi de la colère et à toi de la joie. Le même événement. La seule chose qui est différente, c'est nos propres pensées. Alors, lors de ta prochaine visite, on va pouvoir pousser plus chaque émotion. Plus vers l'anxiété, peut-être qu'on fera une chronique sur la colère aussi, parce que ça fait des ravages au niveau du corps en passant, la colère et l'anxiété. Tout à fait, je crois, les maladies en HIT, c'est de la Oui. colère refoulée. Ça, c'est plus métaphysique. Oui, ben, Mais c'est correct, psychosomatique. Je connais ça aussi. Merci beaucoup, Lynn. Merci. Selon la CSST, il y a eu en 2014 plus de 82 321 accidents sur des lieux de travail. 16,6 d'entre eux étaient dus à des chutes. C'est d'ailleurs la troisième cause la plus fréquente d'accidents. L'entreprise de nos prochains invités offre des échelles, des échafauds, des escaliers, harnais et autres produits qui sont là pour justement minimiser et sécuriser les tâches des travailleurs. Ils sont de l'échelle européenne. Il s'agit de Diane McCready et de Patrick Asséna. Merci d'être à Laval et compagnie. Compagnie de Laval, il faut le mentionner. Oui, on est sur le bord de l'autoroute 440. Mais avec un nom comme l'échelle européenne, on sent que c'est une franchise. Je ne me trompe pas en disant ça. C'est bien ça, on est une franchise. On est la première franchise ici au Québec, mais c'est un groupe qui existe depuis 25 ans sous forme de franchise. 30 ans, le premier commerce s'est ouvert, donc on peut profiter de leur expérience. C'est la première succursale du genre ici au Canada, n'est-ce pas? Oui. Dans la planification de l'échelle européenne, il y en aura 5 au Québec. Nous sommes les premiers. Ça nous a donné l'opportunité de choisir nos fournisseurs québécois et on est un peu défricheurs. Là. Bon, bien justement, expliquez-moi un peu, parce que, bon, on ne fera pas l'historique de l'échelle européenne, mais en quoi cette compagnie-là se distingue-t-elle de la compétition? Ce qui est intéressant, c'est de regrouper sous un même toit tout ce qui concerne la protection contre les chutes. Donc, on a vraiment des équipements qui peuvent se retrouver dans d'autres grandes surfaces, mais nous, on est vraiment spécialisés dans ces produits-là. On a aussi des produits qui sont innovateurs. On a un hybride de plateforme entre la plateforme et l'escabeau. On a des échafaudages qui ne se font pas ici, qui sont en aluminium, plus légers à manœuvrer, qui sont faciles à monter, qu'on peut monter en étant protégé et qu'on grimpe par l'intérieur au lieu d'être exposé à une chute si on grimpe par l'extérieur. Donc, c'est un escalier avec une espèce de cage autour, c'est ça? C'est un autre produit qu'on offre. Oui, l'échelle à crinoline pour accéder en toiture. C'est un beau produit en aluminium qui ne rouille pas, facile à installer. Qu'est-ce que vous faites là-dedans, vous, dans le monde des échelles, là, Diane? Moi, je m'occupe de la partie escalier garde-corps, donc vraiment où la clientèle est une clientèle de particuliers, un peu plus. On a des produits européens. L'avantage de l'échelle européenne, on a accès à des fabricants d'escaliers italiens qui font des magnifiques escaliers à des bons prix parce qu'on profite de 60 magasins en Europe. Et vous êtes ingénieur de formation, c'est ça? Oui, ingénieur industriel. Comment est-ce qu'on fait pour réinventer un produit qui existe depuis des millénaires? Je veux dire, il y a toujours eu des escabeaux, des escaliers et des échelles. Je dirais que l'Europe est en avance sur nous pour la protection contre les chutes. Et il y a beaucoup d'imagination, beaucoup de réflexions qui sont faites sur ces produits-là. Entre autres, c'est interdit là-bas de travailler dans un escabeau ou de travailler à l'échelle. Donc, ça force les gens à amener des nouvelles solutions et c'est ça qu'ils ont fait. C'est ces solutions-là qu'on peut maintenant offrir. Et si je fais appel à votre compagnie de l'échelle européenne, je vais avoir quoi? Est-ce que moi, en tant que particulier, je peux faire appel à vous? Oui. Bien sûr. Bien sûr.
dans les services qu'on offre, moi je parle plutôt des escaliers, mais bon, je me déplace, je vais aller prendre toutes les mesures parce que tous nos escaliers sont faits sur mesure. Et il y a un accompagnement qui se fait avec les clients dans le choix des matériaux, dans le choix du type d'escalier vraiment qui va être adapté à leurs besoins. Je pose une question un peu colle. Est-ce qu'il y a plus de chutes quand on descend que quand on monte? Ou c'est la même chose? Je crois que c'est à peu près la même chose. C'est plus en fin de journée, quand on est fatigué, c'est plus là qui sont les risques. D'ailleurs, sur les échafaudages, il existe des garde-corps. On n'en voit à peu près jamais sur les chantiers de construction, mais c'est le genre de produit qu'on peut offrir. Vous avez sûrement vu l'accident qui est arrivé au pont Champlain. Effectivement. Est-ce que vous pensez qu'on aurait pu éviter cet accident-là avec peut-être un produit de chez vous? De chez nous ou de n'importe où ailleurs, oui, c'est sûrement un accident qui aurait pu être évité. C'est triste pour cette famille-là qui a été affectée par... Bien sûr. Le profil de votre clientèle, c'est qui? C'est des gens de la construction, donc des couvreurs, des gens qui vont travailler, c'est ça, en hauteur, des entreprises qui ont des immeubles et qui ont besoin de faire des travaux en toiture, donc qui ont besoin d'accéder en sécurité, des particuliers qui ont des projets de rénovation, de construction de maisons neuves. Est-ce qu'on conçoit ici au Québec, avec l'échelle européenne, en ce moment? Est-ce qu'on est rendu là, où on prend vraiment les produits de l'échelle européenne et on les amène ici? On prend les produits qui viennent de là-bas, mais il faut adapter pour le marché québécois. Donc, une des facettes qu'on peut offrir, c'est de la fabrication sur mesure, donc des plateformes. C'est tout fait en aluminium. Donc, ça devient de la conception. Alors, l'échelle européenne, 1179 autoroute 440 Ouest. Le numéro de téléphone, 450-933-0253. Ou sinon, vous faites le www.échelle-européenne.ca. Vous allez avoir là tout le catalogue, justement, des produits que vous offrez. Merci Diane, merci Patrick. Merci beaucoup. C'est l'automne, il fait froid, les feuilles tombent. Il y en a qui ont le moral peut-être un peu plus bas que d'habitude, comme moi. Quand moi, je veux me réconforter, qu'est-ce que je fais? Ben, je viens chez Thalie Chocolat. Venez-vous-en, on va visiter. Nathalie, la dernière fois qu'on est venu ici, on était dans une micro-boutique. Là, je me rends compte que ça a vraiment grossi. Qu'est-ce qui s'est passé durant l'été? Des clients fidèles qui arrêtent jamais de venir, qui sont devenus dépendants de Thalie, en fait. C'est ça le problème. Fait que le bouche-oreille se fait énormément. Ça, c'est mon but, moi, c'est le bouche-oreille pour que Thalie devienne vraiment une chocolaterie de quartier. Puis ça a pris de l'ampleur. Donc là, j'ai diminué mon espace de vie, Nathalie, pour agrandir Thalie, pour qu'on puisse valoriser plus mes produits. Là, on parle de tes produits, on va en revenir tout à l'heure, mais il n'y a pas juste tes produits dans la boutique. Est-ce que tu peux nous dire en gros qu'est-ce qu'il y a aussi? J'aime beaucoup encourager les artistes québécois. Vu que j'ai fait les Salons des métiers d'art de Montréal, j'en ai rencontré beaucoup, dont Louise Marchand, qui est une artiste peintre. Et dès le début, elle a fait des lelouches, puis elle a fait toutes mes peintures qui sont dans Thalie Chocolat. Donc, elle a créé la grande affiche qui est en avant, la grande toile en rentrant dans la boutique. Puis Denis Gagnon, qui est verre sablé, qui fait de gravé sur le verre sablé, a fait plusieurs créations aussi dans ma chocolaterie. Donc, c'est ce qui fait la beauté, là. Puis on a aussi des livres, si j'ai vu aussi. Oui, des livres. Bien ça, en fait, Thalie a été créée par Marie Desbons, une artiste de la France. Et elle, bien maintenant, a fait des illustrations pour des créateurs d'histoires pour enfants. Et j'ai fait venir toute sa collection de livres chez Thalie qu'on peut consulter lors de notre passage, notre petite visite. C'est vraiment super beau. C'est tous des dessins qui sont au crayon de bois. T'as aussi François Pralus. En fait, là-bas, on le voyait moins dans ma petite chocolaterie, mais là, c'est pour ça que je voulais comme diviser mes produits. Les produits que Thalie fait, ma matière première qui est en vente et aussi les chocolats importés. Donc, si on se déplace ici, on a des chocolats importés. François Pralus, c'est un maître chocolatier français. Lui, je voulais absolument l'avoir parce que c'est un des 4
il y a 4 au monde qui font du chocolat 100 et lui, il en est un. C'est vraiment divin, le 100 chocolat. Ça a des vertus, vraiment un antioxydant, c'est bon pour la santé. Ça peut même couper l'appétit pour ceux qui veulent perdre du poids. Donc, c'est vraiment un grand cru, puis il est vraiment excellent. Et là, j'ai eu toute sa gamme, en tout cas une partie de sa gamme de chocolat qui est en vente chez Thalie. On n'est pas beaucoup au Québec qui le vend. Et j'ai aussi Marou. Marou, c'est un chocolat du Vietnam. Lui, il a gagné beaucoup de prix, dont le Gold au World Academy of Chocolate qui a eu lieu en novembre dernier. Il y a le Treasure Island a gagné le Gold et j'ai sa gamme, une partie de sa gamme encore de chocolat. Fait que vous pouvez venir déguster là, plusieurs chocolats importés chez Thalie Chocolat. Quand on vient ici, là, c'est surtout les fins de semaine, c'est ça? Bien, en fait, je suis ouverte du mercredi au dimanche. Les fins de semaine, j'ai un petit ajout, c'est des viennoiseries. Aroma vient livrer. Aroma, c'est une boulangerie à Montréal, mon coup de cœur. Fait que j'ai des croissants, des chocolatines, des croissants au pistache, chocolatines au pistache. J'ai des palmiers, des danoises au raisin, des chaussons aux pommes érables qui sont vraiment bons, mais c'est seulement les fins de semaine. Puis c'est le self-service, c'est que vous payez votre café, chocolat chaud ou viennoiserie et vous asseyez dans mon choco-salon pour déguster. Lorsqu'il fait beau, ben j'ai les tables dehors, la petite terrasse dehors où vous pouvez aller profiter du beau temps et déguster vos petites viennoiseries. Il y a les vélos aussi. Ça peut être une halte vélo. Les gens s'arrêtent beaucoup parce qu'il y a une piste cyclable qui passe juste devant Thalie Chocolat. Puis éventuellement, ça va être l'Halloween. Oui, l'Halloween, je décore. Moi, j'aime beaucoup ça. Je peins les citrouilles de toutes sortes de couleurs. Toujours la thématique de Thalie, brun à pois bleu. Et puis, j'ai ma mascotte en avant qui va avoir son chapeau de sorcière. Et je donne, c'est sûr, des bonbons et plutôt des chocolats, là, vu que je suis une chocolaterie aux enfants du quartier. Donc, si on veut venir te voir, veux-tu juste nous rappeler l'adresse pour pas qu'on l'oublie? Oui. Alors, Thalie Chocolat est maintenant à 15 boulevard toujours 15 boulevard Sainte-Rose, sauf qu'on rentre plus par le côté. Maintenant, on rentre par l'entrée principale. Donc, le 15 boulevard Sainte-Rose, juste au coin Avenue des Terrasses et Sainte-Rose. Donc, on se voit en fin de semaine. Alors, bienvenue à tous pour venir déguster Thalie. Non, pas Thalie, les chocolats de Thalie. Ah, c'est trop chaud. Avant qu'une chanson se retrouve soit sur un album ou à la radio, il y a un travail énorme derrière ça. Et le producteur de Laval va nous en parler, Raphaël Dirado. Bienvenue. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, super. Merci. Super. Première question, d'emblée, ce que Raphaël Dirado fait dans l'industrie de la musique? En fait, comme tu as pu préciser, je suis producteur, donc je produis des artistes. De la conception jusqu'à la réalisation, je planifie tous les tâches, donc avec un budget établi. Et puis, on injecte ça aux parties prenantes, donc la production, la gestion de projet et la gestion aussi de la production. Oui. Donc, je fais du booking aussi en tant qu'agent pour quelques artistes aussi. Donc, je suis un peu versatile dans mes mouvements dans l'industrie de la musique. Beaucoup de travail. Tout à fait, beaucoup de travail. Et avec quel artiste tu as travaillé? Récemment, j'ai travaillé avec Ryan Stevenson, donc un drummer assez réputé ici à l'international. Donc, il s'est positionné un petit peu plus au niveau de auteur, compositeur, interprète. Et puis, écoute, j'ai investi avec lui pour pouvoir produire une chanson qui est pop rock, okay, avec des touches un petit peu électro. Donc, on a produit une vidéo puis un single qui se retrouve sur Raphaël Dirado Productions depuis le 28 août dernier. Et puis, j'ai travaillé avec Sean Mitchell aussi au niveau de la commercialisation de son single qui est Lose My Mind. On a tourné la vidéo avant-hier, donc une vidéo qui arrive aussi à ce niveau-là. Et avec le groupe B1, que je commercialise aussi leur single Speed of Life. La vidéo et le single seront disponibles sur Raphaël Dirado Productions dès le 19 octobre prochain. OK, fait que donc c'est tout chaud. Tout chaud, 3 singles, 3 vidéos en même pas 3 mois. C'est du jamais fait dans l'industrie de la musique indépendante. Jamais, c'est les major labels qui font ça en temps normal. Là, OK. Donc, t'as pas beaucoup dormi, ce qu'on peut comprendre. Tout à fait. Et le type de musique que tu aimes commercialiser, c'est quoi? Tout ce qui touche la musique populaire, mais autant jeunes filles, femmes, gars, peu importe l'âge, je veux dire, tout dépendant de le single ou la chanson que j'isole, je veux dire, l'auditoire est bien visé avant de commencer la production. Donc, je vise quand même un auditoire bien établi.
pour pouvoir lancer un single particulier pour cet auditoire-là, toujours en ayant un esprit large au niveau de ma production. Petite question comme ça, quand que tu vas t'occuper d'un artiste, est-ce qu'il y a une audition? Comment ça marche? Tu vas le voir? C'est sûr que je fais du recrutement. C'est sûr que je fais beaucoup de PR dans l'industrie de la musique. Si on demandait qu'est-ce que je faisais, je fais beaucoup de PR à ce niveau-là. Je rencontre des artistes. Il y en a des plus sérieux, il y en a des moins sérieux. Il y en a qui ont faim, il y en a qui ont moins faim. Moi, j'ai toujours faim dans l'industrie de la musique. Donc, c'est sûr que je fais beaucoup de PR. Je rencontre beaucoup de gens. Je veux dire, j'ai un travail à temps plein, mais j'ai un travail à temps plein aussi dans la musique. Donc, beaucoup de PR. Je fais du recrutement et je choisis selon mes standards que la barre est assez haute à ce niveau-là. C'est ça, parce qu'on s'entend que l'industrie de la musique en ce moment, c'est dur et il faut vraiment avoir un artiste puis qu'on peut aller loin avec lui, j'imagine. Tout à fait. Quand on parle d'artiste, j'aime bien dire artiste, mais j'aime isoler plusieurs singles. Donc, je ne suis pas un gars d'album, mais plutôt de singles. Oui. J'aime travailler un single à la fois avec plusieurs artistes. Donc, je suis un peu un rôle de DJ, mais au niveau de la production, parce qu'un DJ, généralement, ne fait pas de la production. Non. Il est dans les boîtes. Moi, dans le fond, j'offre un grand produit aux auditeurs, dans le fond, que j'ai préétabli. C'est bon. Et là, à la radio, est-ce qu'on peut entendre en ce moment quelques trucs? Hey Baby tourne sur quelques radios. Speed of Life aussi. Lose My Mind a fait un plus grand bruit, donc sur Énergie Tahiti. Sur DJ Works aussi, donc la chanson est dans les charts déjà internationales. Donc écoute, c'est pour ça que je lance 3 singles pour pouvoir faire mousser, si on veut, Raphaël Dirado Productions, pour donner une image, autant avec Ryan Stevenson qui m'apporte une belle image, comme je lui amène aussi une belle opportunité de production. Ah, c'est bien. Et en ce moment, tes projets actuels et tes projets futurs, ça ressemble à quoi, en une minute? Projet actuel, écoute, comme j'ai pu dire, les 3 singles. Donc, commercialiser ces 3 singles-là, les pousser à un maximum que je peux avec les médias d'ici et ailleurs. Et puis, pour les projets futurs, on dirait bien une compilation pour printemps 2016. OK, bon. Et en terminant comme ça, on peut te rejoindre à quel cours? Raphaël Dirado Productions sur Facebook. Sinon, sur Internet, on google mon nom. Il y a des dizaines de pages avec des renseignements sur moi, des articles médias ou peu importe. Donc, Raphaël Dirado Productions sur le web. Bien, Raphaël, c'était super intéressant. Merci beaucoup à toi. Merci, on va aller voir ça. Parfait. Alors, c'était Raphaël Dirado, producteur ici même à Laval. Après avoir fait déneiger des ruelles et des rues l'hiver dernier par des itinérants, organisé une corvée en août dernier pour nettoyer un terrain d'une maison abandonnée, voilà que mon prochain invité a un projet beaucoup plus ambitieux cette fois-ci, c'est-à-dire d'employer des gens qui ont du talent et de s'entourer de ces gens-là. Donc, il est en période de recrutement. Il est conseiller municipal du secteur Laval-des-Rapides, Pierre Antian. Merci d'être à Laval et compagnie. Bonjour. C'est pas la première fois qu'on fait des entrevues. Alors, vous êtes en recrutement, vous voulez avoir des gens autour de vous, c'est ça? Oui, ça prend vraiment une équipe pour... quand on est dans la politique, quand on a des fonctions municipales, le maire, il a le bureau du maire, l'opposition, ils ont leur budget pour plusieurs employés. Mais moi, j'ai besoin aussi d'être accompagné, d'être soutenu. Puis on a un budget pour cela, un budget de 26 500 $. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas consacrer une partie de ce budget à employer des personnes qui vont m'aider dans mes fonctions, mais si ça peut aussi les aider, bien sûr. Elles sont au chômage, elles sont dans une situation de précarité peut-être, alors on s'entraide. Bon, préférablement des gens de Laval, j'imagine? Oui, pas forcément, mais je ne veux pas faire de discrimination. Tout le monde est le bienvenu s'ils ont du talent, s'ils ont besoin d'aide, mais c'est sûr que s'il y a 130 personnes qui viennent s'inscrire, je choisirai peut-être ceux de Laval, mais sinon, n'importe qui, quel que soit le secteur, peut venir. Un conseiller municipal comme vous, ça a besoin de quoi comme compétences? Donc, des attachés politiques, des organisateurs d'événements, ne serait-ce que des distributeurs de feuillets pour des avis municipaux, des personnes pour m'accompagner lors des assemblées municipales, parce qu'il y a plein de citoyens qui viennent, et puis j'ai juste 1 heure pour tous les voir, donc un petit briefing avant, puis je leur explique comment ça fonctionne. C'est à la portée de tous. Si je suis conseiller municipal, c'est que tout le monde peut faire des choses. Justement, je me demandais, est-ce que chaque conseiller ou conseillère municipale peut s'entourer de gens comme ça? Est-ce que le budget est là pour chacun d'eux? Est-ce que tout le monde dispose de 26 000 ou 25 000 $? Oui, tout le monde dispose de ce budget-là, effectivement, mais tout le monde ne l'utilise pas de cette façon, parce que ils font partie d'un parti politique qui prend ce budget pour d'autres choses. Parce que l'avantage, depuis que je suis indépendant, ça fait 1 an, là maintenant, je peux disposer en tant qu'indépendant d'un tel budget.
Et puis, je l'utilise pour les recherches et le soutien. Donc, tous ces immigrants, ces itinérants, ces chômeurs peuvent m'aider. Et à compter de quand les postes sont ouverts, est-ce que les gens pourraient trouver de l'emploi rapidement avec vous? On a commencé la semaine dernière à distribuer 6 000 feuillets dans le quartier là, pour le stationnement. Ils sont déjà venus pour m'aider à d'autres reprises. J'ai déjà recruté dans des organismes qui aident notamment les femmes sans emploi. Donc oui, on a déjà commencé, puis j'ai encore de la place pour d'autres personnes. Sauf que c'est un budget réduit, quand même 26 000 pour tous ces gens-là. On parle d'un taux horaire de combien? Et on peut, au bout du compte, avoir des semaines de combien d'heures? Ah, ça ne sera pas des semaines, malheureusement. C'est même pas un travail à mi-temps. C'est peut-être 13 personnes. Je peux leur donner 1 000 $ chacun pendant l'année, 12 $ de l'heure. Mais en fait, c'est juste un tremplin, c'est un prétexte pour les valoriser. Je sais que ce n'est pas encore un travail, mais au moins, si ça peut les remettre sur les rails, leur donner une petite tape dans le dos, puis leur permettre de s'épanouir à travers un petit travail qui va leur permettre d'avoir d'autres choses. Dans quelques semaines, vous serez à mi-mandat, vous serez au bout de 2 ans d'être élu. Qu'est-ce que vous voulez faire pendant les 2 prochaines années, Pierre? J'aimerais faire ce que les citoyens me demandent de faire, comme les 2 précédentes années. Je suis allé faire du porte-à-porte pendant ma campagne électorale. 8200 citoyens que j'ai rencontrés, ils m'ont dit, voilà, c'est notre liste d'épicerie. Alors j'espère que je l'ai réalisée en partie. Puis là maintenant, pour la deuxième partie, j'attends leurs directives. C'est eux mes employeurs, c'est eux qui m'élisent. Oui. Alors qu'ils me disent ce qu'ils attendent de moi, et puis je le ferai. Et qu'avez-vous réalisé dont vous êtes fier dans ces 2 premières années? C'est évidemment le stationnement autour de la place Belle. Ça a été voté à l'unanimité la semaine dernière, finalement. Donc on va essayer de résoudre ce défi, parce qu'on est dans un quartier qui grouille, puis ça construit, puis on oublie, parfois on néglige, on n'adapte pas le stationnement à toute cette effervescence. Donc c'est ça, c'est pour les aînés la subvention, pour redéfinir ce que c'est qu'un logement pour les aînés, parce qu'il y a des aînés, on ne leur donne pas de subvention parce qu'ils n'habitent pas dans un appartement où il y a une cuisine. Donc c'est de revoir toute cette définition-là, etc., etc. Vous voulez peut-être travailler auprès de Pierre Anthian, conseiller municipal de Laval-des-Rapides. Envoyez vos CV à panthian, A-N-T-H-I-A-N, c'est bien ça, à laval.ca. Avec, bien sûr, un beau CV, et vous allez, j'imagine, contacter ces différentes personnes. Si vous n'êtes pas contacté, c'est que vous n'êtes pas choisi, j'imagine. Est-ce que sinon, vous allez avoir quelqu'un qui va pouvoir rappeler tous ces gens-là? Moi, c'est certain que je vais les rappeler personnellement, chacun. Bravo de le faire. Merci bien. Avec plaisir. À la prochaine. Oui. Jean-Philippe Leroux tombe vraiment dans mes cordes cette semaine. Il va nous parler de la technologie que l'on retrouve dans les films de science-fiction et qui pourrait voir le jour, notamment dans le film Retour vers le futur 2. Bonjour, Jean-Philippe. Salut, Amélie. Moi aussi, je suis tellement content de faire cette chronique-là aujourd'hui. Mon film préféré de tous les temps que j'ai vu à peu près 2000 fois. Ah, tabarouette. C'est pas des farces. Et à chaque fois, je le vois encore, je l'apprécie puis je suis contente. Il passe à peu près 4 fois à la télévision par année, fait que t'es correct pour le reprendre encore bientôt. Je veux te parler de ce film-là parce que, de un, on célèbre les 30 ans. Déjà, le premier, c'était en 1985 pour Retour vers le futur. Et il y a une date importante, qui est le 21 octobre de cette année. C'est la date où Marty McFly s'en allait dans le futur. Oui! Et Retour vers le futur 2, ce qui m'impressionne, c'est qu'on a vraiment focusé sur ce film-là dans les technologies qui étaient proposées à l'époque. On veut sortir un paquet de choses, comme les chaussures de Marty dans le futur qui se lassaient tout seul. Faut dire qu'en 2011, Nike avait déjà sorti un modèle qui ressemblait, mais ne se lassait pas automatiquement. C'est ça, les fans étaient déçus. Un peu, quoique le design était là, donc quand même. Ça s'est vendu, mais c'était seulement 1500 exemplaires qu'on avait vendus pour une bonne cause. Donc, c'était pas pour les commercialiser nécessairement à ce moment-là. Pour des collectionneurs, sûrement. Plus, ça doit se vendre à un prix de fou maintenant si ça se revend sur le net. Mais il faut dire que Nike a déposé un brevet à l'été 2014 pour vraiment être en mesure de faire le modèle
et qui se lasse tout seul. Par contre, là, il y a eu une rumeur sur le net dans les dernières semaines, comme quoi on était pour les sortir, qu'on pourrait les acheter bientôt. Ce n'est pas encore fait. C'est-à-dire qu'il y en a qui allaient d'une mauvaise information. Là, on ne peut pas vraiment, au moment où on se parle, s'acheter ça. Ah, je pensais que ça sortait le 21 octobre à 16h29, l'heure précise où Marty arrive dans le C'est la rumeur. OK. Finalement, tant et aussi longtemps qu'on ne les verra pas, j'y croirai pas. Parce que justement, ça divergeait d'opinion par rapport à ça. Mais on est en train de les faire quand même. Ça va voir le jour à un moment donné. J'espère que ça va bien fonctionner. Ben oui, moi aussi, je suis un peu sceptique, là, les lacets qui s'attachent tout seuls et qui parlent. Je pense que les souliers parleront pas. Non, ça, je pense pas. Mais au moins qu'ils s'attachent tout C'est seuls. un peu de la paresse. Je pensais à ça. Tu Ouais. n'as même pas besoin de te lasser. Ça fait un peu drôle. Alors, en tout cas, Nike pense vraiment les sortir à un moment donné quand on verra bien. Et maintenant, l'overboard. L'overboard. Écoute, tous les jeunes qui ont vu Retour vers le futur 2 voulaient une planche comme C'est ça clair. qui fait de la lévitation. Ce qui est drôle un peu, c'est que c'est finalement la marque de voiture Lexus qui a sorti récemment un modèle qui ressemble un petit peu à celui qui est proposé dans le film. Il y avait plusieurs vidéos qu'on a vues sur YouTube dans les dernières années de compagnies qui ont tenté de lancer un produit tel quel. C'est pas encore au point, faut dire. Ça flotte juste un peu au-dessus du sol. Là. Ça se C'est promène ça. pas au-dessus de l'eau puis partout comme Non, Marty faisait. vraiment pas. Et pour te donner la fiche technique, là, je vais me permettre de lire la feuille là, parce que c'est justement Oui, l'appareil crée un champ magnétique qui lui permet de léviter avec des supraconducteurs refroidis à l'azote liquide. Ça produit un petit nuage de fumée blanc autour de l'appareil, puis ça prend également des aimants qui sont installés où la planche fonctionne. On n'est pas là encore, En mais plus, ça doit être cher, disons. Ça doit pas être accessible pour tout le non. monde. Mais encore là, ça veut dire qu'à un moment donné, ça va possiblement voir le jour. On pourra s'en acheter une. Imagine comment ils en vendraient dans le temps des fêtes. Ça serait fou. Ça serait incroyable. Et les voitures volantes? Mais ça, c'est pas un jouet pour les enfants, là. Et ça ne va pas dans le futur ou dans le passé non plus. Non, mais c'est Tout de quand même. même excitant. Il y aurait Ouais. moins d'embouteillage. D'ici 10 ans, ça pourrait voir le jour, même peut-être un modèle autonome. Il y en a deux dont je voulais te parler. D'abord, l'Aéromobile. C'est une compagnie slovaque qui veut sortir ce modèle-là. Et puis, elle est équipée d'ailes rétractables. En fait, ça ressemble vraiment à un avion. Là. On pourra voir les images pendant mon reportage. Comme tu dis, ça serait pour, entre autres, se sortir d'affaires lors de bouchons de circulation. On voudrait faire une voie réservée. On pourrait aller à droite. On a besoin de 200 mètres pour décoller. Le tour est joué. Sur le bord de l'autoroute, puis Ça on serait décolle. spécial. Mon Dieu, mais ça amènerait les problèmes de signalisation, tout ça dans le ciel. Là, ça serait plus compliqué. Il y a plusieurs étapes à franchir, en Ouais. fait, avant de se rendre là, parce que ça doit franchir l'étape de certification, plusieurs lois là, qui devront être réglées pour que Sûrement, l'appareil oui. puisse fonctionner. Ça va à 200 km/h, ce modèle-là. Ce serait pour le grand public, même si on parle de plusieurs centaines de milliers de dollars pour s'en procurer. Ça sera pas pour demain matin. Et puis l'autre, en finissant rapidement. Oui, rapidement, c'est le Terrafugia. Ça, c'est une compagnie qui nous vient des États-Unis. C'est des diplômés du MIT qui ont conçu ça. Et on dit que c'est l'entreprise qui serait pionnière dans le domaine. Eux, ils sont vraiment à surveiller. TFX, le modèle, qui pourrait être commercialisé là, dans le meilleur des mondes d'ici 8 ans. Et puis, elle pourrait être autonome. Donc, à la Uber, imagine-toi, on pourrait carrément, avec notre téléphone cellulaire, commander notre petit transport et on se ferait débarquer comme ça par une voiture volante. Et on n'aurait pas besoin de notre cours de pilotage pour. C'est conduire une l'avantage, voiture, c'est l'avantage ça de ce modèle-là versus l'aéromobile qui, ce modèle demanderait justement d'être pilote en plus d'avoir notre permis de conduire. Donc, ça serait avantageux pour le Terrafugia. Alors, voilà, ben merci. Et puis, pour terminer sur une phrase de Back to the Future, là où on va, on n'a pas besoin de route. Alors, mes salutations les plus cordiales. Mon nom est Jean-Jacques Lapierre et il me fait plaisir de vous présenter des artistes qui font partie du volet culturel, de l'élite du volet culturel lavallois. Alors, aujourd'hui, j'accueille avec plaisir Isabelle Souligneault. Bonjour, Isabelle. Bonjour, Monsieur Lapierre. Isabelle, vous faites de la peinture depuis assez longtemps. Parlez-moi un petit peu de vous. Quels sont vos débuts dans la peinture? Alors, moi, il y a déjà une vingtaine d'années que je peins. En fait, j'ai commencé à dessiner toute petite. Quand on n'avait rien à faire, mes parents nous donnaient papier et crayon, puis ils nous disaient « dessine ». Et ça a duré comme ça, je vous dirais, jusqu'à l'adolescence. Après ça, j'ai eu d'autres intérêts. Après ça, quand j'ai eu
mes enfants. À la naissance de mes enfants, j'étais une mère au foyer. Et puis, à ce moment-là, j'ai commencé à trouver de l'intérêt dans la peinture. Et puis, voilà, je suis complètement autodidacte. Alors, j'ai commencé à peindre à partir... Ça fait une vingtaine d'années maintenant. Bon, maintenant, vos peintures, votre genre de peinture, comment vous pouvez identifier ça? Quel genre de peinture vous faites? Bien, le personnage m'a toujours fascinée. En fait, j'aime beaucoup travailler les visages, les expressions. J'aime quand il y a de l'émotion dans les tableaux. Alors, c'est surtout ça qui m'a interpellée. Donc, à partir de là, j'ai toujours travaillé le personnage, le visage. J'aime beaucoup aussi les couleurs chaudes, travailler les palettes chaudes, en fait, avec des rouges, des orangés. Oui. J'ai remarqué que vous aviez beaucoup de couleurs primaires. Hein? C'était éclatant, c'est visible. Hein? C'est vrai. C'est très, très coloré ce que je fais, en fait. Oui. Et puis, moi, je vous connais depuis le début de votre travail professionnel. Alors, je sais que vous avez toujours fait des grands formats. Oui. Plutôt des grands formats. Bien, il y a plus liberté à expression dans un grand format que dans un petit format. On est plus restreint. Quoique, quand c'est petit, la concentration n'est pas la même. On est peut-être plus concentré. Mais j'aime beaucoup le gestuel aussi. Alors, j'aime bien quand on fait des grands formats. Oui. Oui, hein? Ouais. Pour vous, la peinture, c'est une passion, c'est évident. Mais qu'est-ce qui... Vous donnez des cours également? Oui, tout à fait. Je donne des cours au Centre d'art de Sainte-Rose à travers l'Association de Rose-Art. Et je suis en collaboration, si vous voulez, avec une amie peintre qui s'appelle Carole Bonneau. Alors, on fait aussi des ateliers ensemble, oui. Vous faites des ateliers aussi chez H&M, je crois. Chez H&M Laval. En fait, on en fait un peu partout. Maintenant, ils ont ouvert un nouveau magasin à Vaudreuil, mais on fait des ateliers à Saint-Jérôme, à Saint-Bruno aussi, à Laval et éventuellement peut-être à Vaudreuil. Oui. Ah bon, c'est intéressant. Alors, est-ce que le fait de donner des cours de peinture, est-ce que vous sentez une relation, est-ce que ça vous aide aussi dans ce que vous faites dans votre travail? Oui, c'est sûr que quand on est professeur de peinture, on ne fait pas seulement que donner, on reçoit beaucoup aussi. L'échange entre les élèves nous apporte beaucoup de choses, autant qu'on peut... Moi, je suis très généreuse dans mon art, je donne beaucoup, j'ai aucun secret. Pour mes élèves, quand ils apprennent, je leur montre la technique, je leur montre comment le dessin, tout. Et j'ai aucun secret pour eux, mais en même temps, eux, sans se rendre compte, m'apportent beaucoup de choses aussi, que ce soit au niveau des couleurs, des idées, ou le fait d'être obligé de les corriger tout le temps aussi, ça m'apporte des choses à moi aussi. Vous leur apprenez à être audacieux aussi également. Absolument, oui. Alors, je sais que vous allez produire, vous exposer beaucoup. Vous allez être aussi du calendrier des peintres de Laval prochainement, parce que vous ne faites pas simplement que des figures. Hein. Vous faites aussi, vous avez fait dernièrement un cheval que tout le monde a bien aimé. En fait, je touche plusieurs médiums. Je travaille beaucoup l'huile, mais le tableau dont vous parlez, c'est acrylique et fusain. Alors, dans mon art, j'explore beaucoup. Je suis une exploratrice de l'art, en fait. D'accord. Ouais. Madame Souvenot, Isabelle, si des gens veulent se procurer de vos peintures, ils peuvent consulter Internet, bien sûr. Ils peuvent consulter Internet, ils peuvent aller sur mon Facebook. Ils peuvent aussi aller dans les galeries Beauchamp à Québec. Ah. Et je suis aussi en galerie à Repentigny, dans une galerie à Repentigny, voilà. Bien, formidable. Ouais, ouais. Écoutez, on incite les citoyens quand même à aller consulter Internet et à vous téléphoner, soit pour suivre des cours ou pour se procurer de belles peintures. Oui. J'ai aussi une exposition. Oh oui, oui. J'ai une exposition qui s'en vient aux Sélections Laval. C'est au 330 boulevard Le Carrefour à Laval. D'accord. Donc, c'est une exposition duo avec la collègue dont je vous ai parlé, Carole Bonneau. Oui. Et puis, c'est porte ouverte, donc tout le monde est invité au vernissage. Il n'y a pas de restrictions. Là. Et ce sera une belle exposition, j'en suis convaincue. Oui. Isabelle Souvenot, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci à vous.
Vous souvenez-vous de Nathalie Schliber? On l'avait reçue lors d'une des premières émissions de cette nouvelle saison de Laval et compagnie. Récemment, elle a réalisé son rêve de donner un concert au Théâtre Marcelin Champagnat. Oui, c'est sûr qu'on est toujours un peu fébrile. On veut toujours donner le meilleur de soi-même. Mais c'est sûr que ça va être une soirée remplie d'émotions et de plein de belles choses qui vont se passer. Si on est confiant. Qui était plus proche de moi, surtout pour Marie-Josée, qui est ma violoniste, qui travaille toujours avec moi. Alors, pour moi, c'est mon pilier. Alors, c'est sûr que c'est une personne près de moi. Et Sonia, qui était mon étudiante et amie aussi. Fait que j'ai affaire. Je leur ai demandé d'être là ce soir pour moi. Et il va y avoir quelques personnes qui vont parler et faire quelques petits mots dans le courant de la soirée. Des amis, des personnes proches de moi. Et même aujourd'hui, avec une maladie souffrante, une maladie incapacitante, Nathalie a choisi de vivre et de réaliser son plus grand rêve. Celui de nous offrir ici ce soir ce spectacle, avec tout l'amour qu'elle a dans son cœur. Je vous présente Nathalie et je suis fière de la connaître. Merci Nathalie de nous offrir ce spectacle ce soir. Ceux qui sont malades et qui s'atteignent, qui ont des stades de cancer ou autres maladies, c'est surtout de ne pas lâcher ses rêves, puis de se réaliser le plus possible, puis de vivre le moment présent. Puis chaque jour est important, chaque moment est important, puis de ne pas lâcher. Puis même si vos rêves paraissent plus fous, réalisez-le parce que vous allez le regretter sinon. Alors c'est une des raisons pourquoi je réalise mes rêves. Alors j'encourage tous à le faire. C'est comme un hymne à la vie que je fais ce soir. On connaît tous l'histoire de Peter Pan, mais le film Pan du réalisateur Joe Wright est une prequel, c'est-à-dire l'histoire qui se passe avant la fameuse histoire de Peter Pan que l'on connaît tous. Est-ce qu'on veut encore créer une franchise, n'est-ce pas, Nicolas Vincent Poirier? Oui, ça sonne un petit peu comme ça. Oui, le but, c'était de créer une nouvelle franchise et non, ça ne marchera pas parce que le film est un flop. Ah, Écoute, c'est pas bon signe, d'accord. Non, le film a fait jusqu'à date 40 millions à travers le monde. Dans sa première fin de semaine, en Amérique du Nord, il est arrivé au numéro 3 avec 15 millions. Donc, oublie ça, dans il a coûté quoi, 150 millions de dollars que ça a coûté, ça. Oui, 150 millions. Et le problème avec ce film-là, c'est que c'est pas mauvais. Visuellement, c'est vraiment joli,
mais c'est extrêmement ordinaire. C'est épiquement ordinaire comme film. Donc, tous les meilleurs moments, c'est dans la bande-annonce. Parce que je trouvais qu'elle avait l'air le fun, il y avait des moments drôles. Mais c'est beau, c'est juste que c'est un petit peu plate. Et c'est étrange parce que ce scénario-là, en 2013, a été sur la blacklist d'Hollywood. C'est-à-dire que ça faisait partie des meilleurs scénarios qui n'avaient pas été produits encore. Donc, comment ça se fait qu'un scénario qui est considéré si bon, finalement, devienne si inintéressant, parce que c'est pas mauvais, c'est juste vraiment inintéressant, quand on donne 150 millions de budget à un film dans le but justement que ça devienne une franchise, peut-être ce qui faisait le mordant du scénario, il faut en enlever un petit peu, Joe Wright, c'est un bon réalisateur. C'est un bon réalisateur, mais le problème avec lui, c'est qu'il a toujours fait des films avec un budget d'environ 30 millions de dollars. Sa seule exception, ça a été le Soliste en 2009 avec Robert Downey Jr. et Jamie Foxx, qui a coûté 60 millions. Mais la plus grande partie de ce budget-là, je suis sûr que ça a été pour payer ces deux vedettes-là. Donc, il est habitué de gérer un petit budget. Et là, tout à coup, on lui donne 150 millions pour faire Pan. Bien, qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il ne sait pas trop comment gérer ça. Finalement, au bout de la ligne, c'est très joli visuellement, mais le scénario amène vraiment à rien. C'est cliché par-dessus cliché. À un moment donné, à certains moments, on peut présumer qu'est-ce qui va arriver. C'est pas mauvais, c'est juste trop ordinaire pour ce que ça aurait pu être. Et vu que c'est un prequel, ce qui se passe, c'est que c'est l'origine de Peter Pan. Comment est-ce qu'au début, il est dans une orphelinat, comment il va aller au pays imaginaire, comment il va apprendre à voler. Mais on peut très bien s'imaginer. C'est intéressant, ça, pour quelqu'un qui n'a pas vu le film. Moi, je trouverais ça excitant. Oui, c'est une bonne idée. Mais par contre, si on prend le film Capitaine Crochet, qui a marqué notre enfance en 91, ce film-là a beaucoup de contenu. Et c'était Peter Pan adulte qui retourne au pays imaginaire. Ça amenait une réflexion aussi. Oui. Tout à fait, c'est vrai. Mais ce film-là, il n'y a jamais eu une suite de prévu. Donc, qu'est-ce qui se passe? On peut mettre beaucoup de contenu dans l'histoire. Tandis que là, OK, c'est comme une espèce d'intro. Donc, il va voler à la fin, Peter Pan. Ça fait que, c'est un petit peu long. Mais la seule chose qui est intéressante, je dirais, c'est vraiment qu'il se fait ami avec le capitaine Crochet, qui est gentil au début. Qui est très beau et sexy aussi. Et qui a l'air drôle. Drôle? Tu veux pas te prononcer là-dessus? Non, mais écoute, on est habitué de voir le capitaine Crochet, le gros méchant. Oui, là, mais c'est dans sa jeunesse. C'est avant qu'il devienne méchant. Pourquoi est-ce qu'il est méchant tout à coup et comment est-ce qu'il perd sa main? Bien, ça, on l'aurait découvert dans une suite. Dans la deuxième prequel. Qui n'aura jamais eu lieu. Qui n'aura jamais lieu. C'est triste parce que je serais curieuse de voir comment il est tombé dans le dark side comme Luke Skywalker. Pas Luke, mais Anakin Skywalker. Mais inquiète-toi pas, il va y avoir d'autres films sur Peter Pan. Je m'inquiète même pas là-dessus. Le film va rentrer dans son argent, c'est sûr, mais il n'y aura jamais de suite à ça. Et c'était censé sortir cet été aussi? Oui, tout à fait. Mais justement, c'est un bon indice. Quand un film est censé sortir durant l'été, puis là, il a repoussé, puis là, on est au mois d'octobre. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de compétiteurs. Et que finalement... Il le savait que c'était peut-être pas mais c'est ça. Film. Au moins, c'est pas assez mauvais qu'on peut dire que ça aurait dû sortir au mois de janvier. Mais quand même, Hôtel Transylvanie 2 a battu ce film-là, donc... Donc, on vous conseille de voir Hook à la place, Capitaine Crochet, de quelle année déjà? 91. Avec Robin Williams et Dustin Hoffman. Vous n'allez pas vous tromper avec celui-là. Merci, Nicolas. Voilà qui conclut notre émission pour cette semaine. Nous aimerions que l'on parle de vos événements, votre entreprise ou votre association. Voici les différentes façons pour entrer en contact avec l'équipe de Laval et compagnie. Soit par téléphone au 450-490-4089 ou par courriel à info@commercial-tvrl.ca. Si vous désirez revoir ou partager nos émissions sur le web, prenez note qu'elles sont toutes en ligne à tvlaval.com ou sur YouTube. Bien, merci à tous nos invités et nos chroniqueurs, de même qu'à notre équipe de réalisation et de production. Et n'oubliez pas qu'une ville, peu importe sa taille, ceux qui la gardent vibrante et vivante sont ceux qui l'habitent, s'en occupent et s'en préoccupent. Alors, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, Amélie? À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.